Bienvenue dans Voix d'inconnu. Je m'appelle Mariam, j'aime voyager loin, mais ce sont les rencontres qui me touchent le plus. Dans cet épisode, je tends le micro à Toumsi, un jeune homme qui parle d'amour, de sensibilité et de vulnérabilité. Des mots qu'on associe encore trop rarement aux hommes. Des mots parfois étouffés, mis de côté ou jugés. Aujourd'hui, on parle d'un sujet universel, puissant, parfois doux, parfois douloureux. Mais on ne va pas parler ici de vie privée ou d'histoire personnelle. On a choisi de poser un regard sincère, générationnel et introspectif sur ce sentiment qui façonne nos vies, souvent sans qu'on s'en rende compte. Que signifie aimer aujourd'hui dans un monde en mouvement constant ? Ici, il n'y a pas de leçon à recevoir, pas de vérité universelle. Juste un regard, une expérience, une parole sincère, livrée sans détour. Toumsi raconte comment il vit l'amour aujourd'hui, ce que ça lui coûte parfois, ce que ça lui apprend aussi. Il parle avec le cœur ouvert, où la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une manière d'exister pleinement. Alors prenez un instant, respirez et tendez l'oreille. Parce qu'au-delà des idées reçues, il y a des hommes sensibles et derrière cette voix, il y a une histoire qui mérite d'être entendue. Bonjour Toumsi. Bonjour Mariam. Est-ce que tu dirais que tu es un homme sensible ? Oui, pas que sensible, même hyper sensible, mais aussi ultra sensible. Donc, je pense qu'il y a plusieurs niveaux de sensibilité. En tout cas, chez moi, j'en distingue plusieurs, car je fais très attention à ce que les personnes pensent dans l'absolu. On va dire sur le plan physique, je fais très attention à ce que ma partenaire peut ressentir au quotidien, à travers l'empathie et l'écoute au quotidien. Hyper sensible parce que ça va dépasser en fait ce que la personne va me dire ou ce que je vais voir et la proximité physique. C'est-à-dire que parfois, je vais pouvoir ressentir les choses sans être forcément à côté de ma partenaire. Chose qui fait que c'est un peu un mélange avec l'intuition d'une certaine façon, mais qui fait que je vais pouvoir mettre des mots sur des situations ou sur des non-dits. Et donc le dernier niveau que je disais ultra sensible, mais je pense qu'il est très lié aux autres finalement, mais c'est juste des degrés de perception différentes où comme je disais là il y a à avoir le sens énergétique, donc c'est-à-dire que au contact, que ce soit juste visuel ou au niveau du toucher, je sais comment la personne se sent et je rêve beaucoup en fait. Donc je rêve des situations, parfois c'est prémonitoire, parfois ça résume ce qui se passe sur l'instant T. Mais bon, l'idée c'est pas d'avoir un ego autour de ça, parce que c'est aussi basé sur les craintes qu'on peut avoir ou les ressentis au final, vu que les rêves ce sont des émotions qui sont dans l'inconscient. Quelle est ta définition d'un homme fort ? Pour moi, un homme fort, c'est quelqu'un qui est capable d'assumer et d'aller de l'avant par rapport aux situations de la vie. Donc, fort, ça c'est sur un point de vue, on va dire entre guillemets philosophique, mais c'est pas que fort physiquement, parce qu'on va se dire que oui, parce qu'on voit une personne qui est forte physiquement, du coup elle est pas forcément sensible, mais du coup pour moi oui, les deux sont compatibles. Selon toi, de ton expérience, est-ce qu'on t'a laissé assez de place tout au long de ta vie pour exprimer ta vulnérabilité ? Oui, désolé si je parce que c'est un peu pour le coup un sujet qui tape là tout de suite dans les émotions, et j'ai pas de mal à le reconnaître, mais oui, déjà par l'éducation que j'ai eue en fait. À la maison, on a toujours pu laisser parler nos émotions et ne pas mettre de genre sur ça en fait. J'ai aussi 3 sœurs et la maman, donc ça fait quatre femmes à la maison. Mon père depuis maintenant une bonne dizaine d'années, il est en aller-retour au Congo, donc ça fait
fait qu'à la maison, je suis le seul homme. Et oui, ça m'a mis de cette position d'homme fort dans le sens responsabilité, mais aussi sensibilité parce que bah forcément, je suis avec des femmes et donc la posture et les échanges qu'on a m'ont ouvert cette voie. Donc là, j'ai parlé de la famille. Mais le fait que j'ai été bercé dans cette éducation-là fait que mon approche par rapport aux femmes a toujours été d'un côté sensible et conscient. Quand tu vas mal, comment tu exprimes ce que tu ressens? Alors moi, j'ai eu tendance à régler mes problèmes par moi-même. La plupart du temps, j'aime beaucoup passer du temps seul, les yeux ouverts dans le noir. Donc ça me permet de réfléchir et de faire mes introspections. Ça m'a toujours servi dans la plupart des situations. Mais c'est vrai que quand c'est des situations vraiment inconnues sur des problématiques bien définies, je prends quand même les avis de ma mère en l'occurrence, qui m'a toujours soutenu et qui m'aide toujours beaucoup, et de quelques amis. J'ai jamais parlé avec des psys ou quoi, parce que moi, très tôt, j'ai voulu parler avec des psychologues dans mon adolescence, parce que je faisais attention à des choses peu communes par rapport à mon âge. Enfin, la remise en question de là où j'étais, du pourquoi, etc. Mais dans l'éducation qu'on a eue, en fait, mes parents m'ont toujours mis des pierres pour que je réponde aux différentes problématiques de ma vie sans aller chez ce genre de personnes. Donc, en l'occurrence, maintenant, j'en vois le sens, donc indépendant à ce niveau-là. Et c'est une possibilité que tu exclus ou pas du tout à l'avenir? C'est compliqué. Enfin, c'est possible, mais en fait, ça dépend beaucoup aussi de la vision que la personne elle a et des narratifs qu'elle a. Donc moi, je pars du principe que j'ai quand même un certain recul sur les choses. Et pour avoir parlé à des psychologues, on peut parfois m'appeler le psy des psys. Donc je suis pas fermé à l'idée, mais ça va vraiment dépendre de l'approche des personnes. Quand tu regardes autour de toi, comment est-ce que les gens de ton âge vivent l'amour en 2025? Octobre 2025, on est dans la période des balances, si je ne m'abuse. Ça secoue, hein. C'est compliqué. Je pense que l'ère des réseaux sociaux, ça a changé quelque chose au niveau de la psychologie masculine et féminine, comme si c'était différent, mais plus rien n'est comme avant dans le rapport à l'autre. On scrute des profils selon nous, les idéaux qu'on a, on sélectionne les personnes ou pas. Ça a beaucoup réduit les relations hommes-femmes, je trouve, puisque avant, on pouvait juste trouver une personne, peut-être même juste atypique, sans que ça réponde à des critères ou des idéaux qu'on pourrait avoir, et de là pouvait naître une relation, tout simplement. Donc, on est un peu dans un système qui est devenu mercantile, où c'est comme si on allait au marché, en fait. Ah, j'ai tel critère, moi je voudrais qu'elle soit comme ci, comme ça, comme ci. Mais c'est pas parce que en fait tu rencontres une personne qui rencontre tous ces critères que tu vas avoir ce que tu cherches quand on parle d'amour. Que amour, c'est pas juste aimer ces critères-là, c'est aimer la personne pour sa particularité en fait, parce qu'on est tous uniques. Donc là où toi tu vas mettre des critères universels qui peuvent se transposer à tout le monde, là où tu rencontres l'amour, pour moi, c'est quand tu creuses sur la personne, son histoire, son vécu. Ça me touche un peu comme sujet. Mais donc, ma perception, c'est que aujourd'hui, tout vu qu'on a une époque où tout devient facile à portée de clics et tout, on passe aussi beaucoup à autre chose très facilement, tu vois. Et est-ce que selon toi, aimer, c'est un sentiment, une décision, ou bien un état? Je pense que c'est un peu tout à la fois parce que si on s'autorise pas d'aimer déjà au niveau de soi, au niveau décisionnel, on va forcément être dans une posture en face d'autrui qui sera dans trouver par exemple les défauts ou tout ce qui fait que tu pourrais pas l'accepter. Donc c'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont disponibles émotionnellement ou pas. C'est que avant tout elles se disent là je suis prêt à pouvoir accueillir quelqu'un, et du fait que je sois prêt à accueillir cette personne-là, je vais pouvoir la regarder avec ses défauts sans que ça rentre forcément dans tous mes critères, mais pour pouvoir construire quelque chose à deux. Donc il y a ça, c'est la partie au niveau
mentale, je dirais, prédisposition mentale. Et après, forcément, il y a ce qu'une personne fait ce que tu peux ressentir en la voyant. Et ça, pour le coup, il n'y a pas forcément de prédisposition mentale. Et parfois, ça nous frappe juste, mais justement, ça frappe du côté où l'inconnu, justement, et ce qui touche à ce qu'on peut appeler pas forcément amour dans un premier temps, mais de la petite étincelle qui fait qu'on veut aller vers une personne. Oui, je pense que tu le dis bien, c'est que je pense que ça peut être à la fois un choix et aussi quelque chose qui nous tombe dessus, sans forcément qu'on puisse être disposé ou pas à accueillir quelqu'un. Et est-ce que tu penses qu'on apprend à aimer ou que c'est quelque chose d'inné? Alors, moi, je pense que donc on a tous nos expériences de vie et selon l'environnement dans lequel on a été, on va pas aimer de la même façon. Il suffit déjà que nos expériences en fait soient plutôt, mais ça part encore une fois du sang de la famille. Donc ça commence très tôt. Le rapport avec le père, la mère. Si tu as eu une éducation qui est compliquée avec le rapport avec les parents, ta façon d'aimer va forcément être différente d'une personne qui est née dans un environnement aimant et où tu as pu vraiment exprimer tes émotions comme tu as pu les ressentir en fait. Parce que dans le premier cas, cette volonté d'aimer, tu n'as pas pu l'avoir et l'exprimer comme tu voulais, alors que dans un deuxième, tu as pu le faire. Donc déjà, ça, je parle de ça parce que c'est vraiment la base de tout, vu qu'on est tous nés au plus jeune âge. Par la suite, ça va impacter les relations interpersonnelles qu'on va avoir avec les amoureux à l'école, un peu plus tard et tout. Donc ça, c'est la première chose. Et je pense que on apprend aussi à aimer une fois qu'on est dans des relations par rapport à l'introspection qu'on peut avoir du fait que il y a un truc qui dit est-ce qu'on peut aimer une personne quand on ne s'aime pas réellement. Donc il y a plusieurs amours dont il est question qui passent aussi par l'amour de soi, mais dans l'amour dans le couple, enfin il y a plusieurs types d'amour. Il y a l'amour narcissique, c'est l'amour qu'on a quand on est en couple parce que la personne nous dit je t'aime, mais on aime ce que la personne nous fait voir de nous, mais pas la personne réellement. Il peut aussi avoir l'amour fusionnel, donc là où ça va être de l'amour qui est très fort au niveau des émotions, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Mais là, les personnes sont vraiment brutes en termes d'émotions et du fait de l'exprimer. On va avoir aussi l'amour inconditionnel qui, pour le coup, là, est 100% sur la personne et ne prend pas en considération, on va dire, ce que la personne peut nous faire ressentir de nous parce que c'est vraiment la personne dans ses complexités, ses côtés positifs et négatifs. Et je pense que avoir conscience de toutes ces formes d'amour fait que dans l'absolu, d'une relation à un autre, on essaye de s'améliorer pour ne pas reproduire les anciennes erreurs. Donc, je pense que oui, on apprend à aimer aussi. Et que non, ce n'est pas inné du coup, parce que ça prend en compte les expériences qu'on a pu avoir dès le plus jeune âge. Est-ce que tu pourrais aimer quelqu'un que ta famille ne valide pas? Forcément, je pense comme tout homme, je suis pour la paix et la tranquillité d'esprit. Et c'est vrai qu'il y a des situations qui peuvent desservir cette paix qu'on pourrait avoir dans les différents cercles. Moi, je pense que je prendrais bien en compte les conseils, mais non, je pourrais pas mettre ma famille à dos. Pour la question, je peux pas mettre ma famille à dos. Mais après, dans mon rapport à ma famille, elle est pas non plus autoritaire, donc je pense qu'elle me comprendrait et elle me laisserait faire mon expérience, même si du côté paix, ce serait pas un environnement paisible. Donc, ça créerait forcément des questionnements. Ça, c'est pour me concernant moi. Mais j'ai vu des proches avoir des dates de mariage où on avait l'invitation pour dans un mois et mettre fin à leur relation un mois avant le mariage pour des raisons des raisons de religion, même entre personnes noires, mais juste religions différentes qui un mois avant le mariage ont dû arrêter pour parce que justement au niveau de la famille il y avait trop de différences quoi. Je pense que j'y réfléchirais quand même à deux fois. Mais après, si la personne, tu l'aimes. Donc, tu vas faire en sorte de faire tenir la chose comme tu peux et de vivre ton expérience jusqu'au bout. Mais c'est vrai que dans cette expérience, il y aura le facteur que toutes tes sphères n'étaient pas forcément favorables à la relation. T'en parlais un peu précédemment par rapport à l'ère des réseaux sociaux, etc. Est-ce que tu penses que ça joue sur la patience dans le couple? Et du coup, ma question est, est-ce que tu crois que la patience est sous-estimée dans les relations aujourd'hui? Oui, bah forcément, parce que on est à l'époque
on parle de génération micro-ondes, comme je disais, où tout est à portée de clics et on peut tout avoir très, très rapidement. On a toutes les informations qu'on veut, tous les services qu'on veut à travers le smartphone. Tout vient très, très rapidement. Et je pense que ça a changé complètement nos rapports au temps, vu qu'on nous a tellement mis les choses sur un plateau que maintenant, si les choses elles viennent pas rapidement, des sujets qui prenaient du temps avant, comme par exemple justement la guérison ou les relations, s'ils ne sont pas rapides, ça va très vite être mis sur le côté en fait. Donc ouais, je pense que ça a complètement changé notre rapport au temps et aux relations aussi, parce qu'il y a des choses qui prennent quand même du temps. Et quand on parle d'une relation qui est censé durer potentiellement toute une vie, forcément, il y a des cas aggravants qui font que très tôt, tu peux dire que tu ne veux pas de la personne. Mais au moment où tu dis que tu ne veux pas de la personne, c'est un choix que tu fais de ne pas creuser sur la personnalité, parce que le A2 et creuser sur la personnalité d'une personne, c'est des choses qui prennent du temps. Mais bon, vu qu'on se dit que dans tous les cas, sur le marché de l'amour, du célibat, on pourra toujours trouver quelqu'un qui correspond encore aux critères, mais qui n'aurait pas ces points qu'on a décidé de ne pas voir chez la personne. On passe juste à autre chose et dit que voilà, on va trouver mieux dans tous les cas. Ça n'a pas toujours été comme ça. Est-ce que le mariage est pour toi une preuve d'amour ou bien une formalité sociale? Ou peut-être que tu as encore une autre définition de tout ça? Moi, à la base, je suis amoureux de l'amour. C'est-à-dire que le mariage, moi, je le vois du côté symbolique de la chose, où on est vraiment deux et on fait en sorte d'unir nos familles. Donc, le côté social et tout, c'est la force des choses, et 2025 qui commence à me montrer que potentiellement, il peut y avoir des problématiques autour de ça. Du côté de la femme comme de l'homme, hein, mais les enjeux sont pas les mêmes. Mais il y a deux postulats et positionnements qui sont bien propres, c'est-à-dire que l'homme, ça va être d'avancer, et dans tous les cas de continuer à avancer par rapport à une vision que tu as toi en tant qu'homme, et rester fort sur cette vision pour que même si la femme te laisse, tu sois pas lésé, parce que à la base, tu avais la vision qui te guide. D'où le fait de se construire en tant qu'homme avant de se marier. Et de l'autre côté, la femme, qui donc c'est plus le fait qu'il y ait tout ce qui est divorce, qu'elle puisse quand même trouver une solution à ces problèmes, mais que les choses sont plus encadrées pour la femme que pour l'homme. C'est-à-dire qu'il va y avoir les histoires de pension alimentaire, il y a un système qui est encadrant, la famille, elle va pouvoir t'accueillir, ah non, mais on va pas te laisser comme ça. Or que si t'es homme, c'est toi par rapport à toi. Oui, ta femme, elle est partie. Comment toi, tu te relèves par rapport à ça? Je pense avoir un peu divagué sur la question. Mais donc, tu me demandais qu'est-ce que ça représente pour moi? Ça représente l'union de deux familles aussi. C'est-à-dire que par les personnes qu'on est à l'instant T et de nos environnements familiaux, faire en sorte que ça devient une et même famille qu'on aidera à guider à travers la vision qu'on a à deux. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais que les femmes comprennent mieux des hommes? Je pense que peu importe le type de femme qu'on est, les aspirations qu'on veut par rapport au couple ou à la personne, que la personne elle soit ambitieuse, attentionnée, à l'écoute et tout, la recette c'est l'amour. Mais quand on dit l'amour, c'est le désir de compréhension et de mettre la personne dans une sécurité émotionnelle. Parce que tout part de là, en fait. Même si tu es avec une personne qui n'est pas forcément construite, mais qui peut avoir des ambitions, ou en tout cas, si toi, tu cherches que la personne, elle ait un certain niveau d'ambition, elle pourra pas le faire si elle n'est pas à l'aise émotionnellement et si elle se sent pas en sécurité émotionnelle. Donc, forcément, il y a une différence entre, c'est comme si on prend deux personnes, une personne qui est très bien dans sa tête émotionnellement, justement, et dans son cœur, et une autre qui n'est pas du tout sécure, qui ont le même objectif. Il y a une personne qui est prédisposée à aller de l'avant, parce qu'elle sait qu'elle est assistée, écoutée et soutenue par la partenaire. Alors que dans l'autre cas, si elle se sent pas en sécurité émotionnellement, c'est plus dur d'accomplir quelque chose, parce que il y a la pression de est-ce que je vais le faire, mais il y a aussi la pression de est-ce que je suis suffisant, vu que là tout de suite je suis pas en sécurité émotionnellement, elle m'apporte pas ce que je cherche.
Quand je dis l'amour, c'est vraiment le soutien émotionnel et sincère. C'est vraiment la recette de tout. Parce qu'on dit que, quand on dit que c'est les femmes qui ont fait que derrière un homme qui réussit, il y a une femme qui l'a soutenu, bah, c'est exactement ça, en fait. C'est que, certes, il y a la vision qui fait que tu sois à zéro ou accompli. Dans tous les cas, il y aura besoin d'un amour, d'une épaule sur laquelle se poser, mais une vraie épaule. Et que si, encore une fois, moi j'ai dit tout type de femmes parce qu'il y avait en 2025, il y a quand même des femmes qui ont des attentes au niveau de financier ou de situation et tout. Mais il faut se mettre en tête que même dans un contexte compliqué, si tu crois en la personne et que tu la soutiens, ce sera toujours mieux que juste avoir ses doutes et ne pas se révéler par rapport à ta personne. Le message est passé. Des dernières questions pour toi. Je vais te poser des questions un peu en rafale. Il va falloir répondre spontanément et le plus rapidement possible, soit par oui, soit par non. Est-ce que tu es prêt? Ok. Est-ce que le coup de foudre existe? Oui. On peut aimer deux personnes à la fois. Oui. Peut-on être heureux sans être amoureux? Oui. L'amour rend-il plus fort? Oui. L'amour rend parfois idiot. Oui. Il faut dire je t'aime souvent. Oui. Est-ce que les films nous mentent sur l'amour? Complètement. Le mariage est-il dépassé? Oui. Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un qu'on ne comprend pas? Oui. Est-ce que l'amour est un risque? Oui. Forcément. Est-ce qu'un amour de jeunesse peut durer toute une vie? C'est ce qu'on aurait souhaité, mais oui, je pense. Est-ce qu'il faut parfois partir pour aimer mieux? Non. C'est tout pour moi. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cette voix jusqu'au bout. Peut-être que ce que Toumsi a partagé vous a touché. Peut-être que certains mots ont résonné plus fort que d'autres. Ou peut-être qu'ils ont simplement ouvert un espace. Parler d'amour avec sincérité, oser dire sa vulnérabilité, ce n'est jamais anodin. Surtout dans une époque où l'on attend souvent des hommes qu'ils taisent ce qu'ils ressentent. Ici, cette parole a eu le droit d'exister, d'être déposée, sans jugement, sans attente. Si cette voix a trouvé un écho en vous, sachez que cet espace est aussi le vôtre. Vous pouvez m'écrire, me confier votre histoire ou simplement laisser un mot à l'adresse en description voixdinconnu@gmail.com. Et si cette voix mérite d'être soutenue, les traces que vous laissez ici, un commentaire, un partage, un like, lui donnent encore plus de force. Je m'appelle Mariam et tant qu'il y aura des voix à écouter, Voix d'inconnu continuera d'exister. Dans le prochain épisode, je tendrai le micro à Marie. Elle est la femme d'un militaire de l'US Navy. Elle racontera ce que signifie aimer dans l'ombre, aimer à distance, aimer dans l'attente. Un épisode sur les absences, les silences et la force discrète de celles qui aiment sans uniforme. L'épisode est disponible sur YouTube et Spotify. À très bientôt dans Voix d'inconnu.